suis Catherine Adlertal, je suis à la base oncopsychologue et oncosexologue et depuis presque 2 ans, je suis présidente de l'association Étincelle, Rebondir avec un cancer. Alors Étincelle, c'est quoi? C'est une association qui a été fondée en 2004 par Madame Josette Rousselet-Blanc, qui était une journaliste santé-beauté, qui a eu un cancer du sein et qui a voulu donc créer une asso où les femmes pouvaient trouver ce qui lui avait manqué à elle pendant son parcours. Donc d'abord on a ouvert à Issy-les-Moulineaux, donc en 2004, on était précurseurs dans les soins de support, parce qu'il y avait, en dehors de l'hôpital, il n'y avait pratiquement rien. Donc on a ouvert avec quelques ateliers qui étaient la psycho, donc moi je commence par moi, ça se fait pas, mais enfin c'est pas grave, ça va plus vite. L'esthétique, la nutrition, la réflexologie plantaire et les groupes de parole. Et puis petit à petit sont venus se greffer d'autres bénévoles qui voulaient aussi faire des choses chez nous. Donc voilà, ça a grossi, donc danse adaptée, shiatsu, reiki, enfin etc. etc. Et maintenant, maintenant nous sommes basés à Paris, depuis un petit peu avant le Covid, dans le 11e, et on peut offrir entre 20 et 30 soins de support, à peu près. Parce qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui s'en vont, enfin bon, ça dépend des... Voilà, donc il y a atelier d'écriture, art-thérapie, danse adaptée, yoga, pilates, shiatsu, psycho, sexo, puisque je me suis formée en oncosexologie pour l'oncologie. Voilà, enfin, à peu près, je suis désolée, je ne peux pas tous... Il y a aussi sophrologie, hypnose, je ne peux pas tous les citer, je dois certainement en oublier, je m'excuse auprès des intervenants. On est juste Occitanie et Paris. En fait, effectivement, on a la même charte, si vous voulez, et même cahier des charges, mais on est totalement autonome. Alors nous, on est la maison mère, entre guillemets. Occitanie, ça a été après. Mais sur nos bases à nous. Mais elles font ce qu'elles veulent et dans la mesure où elles respectent évidemment la charte Étincelle. Alors une dernière chose, c'est qu'au début, c'était que pour le cancer du sein. Et puis petit à petit, on a ouvert à tous les cancers, mais juste pour la femme. Et puis maintenant, on accepte avec plaisir les hommes, même si on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, parce que Étincelle reste quand même à une image essentiellement féminine, mais on a très peu d'hommes. On en a 2, 3, comme ça, pour 100 femmes à peu près. Mais voilà. Pouvez-vous vous exprimer sur l'importance de conserver son activité professionnelle et une vie sociale pendant le traitement ? Alors une vie sociale, oui. Une activité professionnelle, ça dépend de l'état parce qu'il y a 2 sortes de personnes. Il y en a qui veulent continuer à travailler justement pour rester dans le coup, quoi, dans la vie, enfin, etc. Ça leur fait du bien, ça leur fait oublier un petit peu justement qu'elles sont malades, etc. Enfin, bon. Il y en a d'autres en revanche alors le mot profiter est peut-être pas exactement adapté, mais qui prennent ce temps-là pour que ce soit vraiment une parenthèse dans leur vie et une bulle pour se recentrer sur elles-mêmes, vous voyez. Et puis parce que parfois elles ne peuvent pas, elles sont trop fatiguées par les traitements qui sont quand même très lourds, même s'il y a beaucoup de progrès. Un traitement anticancéreux, c'est toujours un traitement lourd, et qui sont fatiguées, donc qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas aller travailler. En revanche, garder une vie sociale, je trouve que c'est hyper important, évidemment, parce que déjà comment dire, quand on rentre dans la maladie, on rentre dans une espèce de... C'est un autre monde, voilà. Et donc, si on n'a pas une vie sociale autour, on se coupe complètement du monde, entre guillemets, normal. Je dis bien entre guillemets, je ne sais pas ce que c'est que le monde normal, mais... Donc, je pense que garder des relations avec ses amis, garder des relations avec sa famille, avec tous ses proches, et puis on peut avoir besoin d'eux. Vous voyez, il ne faut surtout pas hésiter à demander de l'aide dans ces moments-là. Et puis pouvoir parler d'autres choses aussi. C'est super important quand des amis viennent vous voir, de pas... Bon, on demande comment ça va, etc. Mais de pas toujours, parce que je sais qu'il y a des patientes qui n'ont pas envie de ça. Enfin, des patientes, nous, on les appelle des étincelles. Hein. Donc nos étincelles n'ont pas toujours envie de parler de la maladie. Elles ont envie aussi de parler, je sais pas, du dernier film qu'on a vu, vous voyez, d'autres choses. Donc je crois que c'est important pour avoir toujours un pied du côté bien portant de la vie et ne pas être totalement, comment dire, enfermé dans cette bulle cancer. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et elles ont besoin de ça. Enfin, je sais que nos étincelles nous le disent, hein, elles ont besoin. C'est pour ça aussi que les soins de support, donc ce qu'on offre, sont très importants parce que, ok, elles ont
toutes, ou ils ont tous un cancer, majoritairement cancer du sein, mais il y en a d'autres. Mais bon, elles parlent un peu entre elles de leur traitement, de leurs trucs, bon, ok. Mais souvent, et surtout les cours collectifs comme la danse, etc., elles ne parlent pas du tout de ça. Elles sortent de ce contexte-là et ça leur fait du bien justement de pouvoir parler d'autres choses, de faire des rencontres, de s'évader un peu de l'hôpital, des traitements, de la maladie, etc., etc. Donc oui, garder une vie sociale, je crois que c'est vraiment extrêmement important. Quand on ne peut pas travailler parce qu'on est en arrêt maladie tout simplement, ce qui peut être quand même intéressant, c'est de garder le contact avec ses collègues. Voilà, c'est-à-dire pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe dans la société ou l'entreprise, bon, ça dépend dans quoi elle travaille, hein, bien sûr. Mais ça peut être intéressant de garder le contact avec les collègues pour qu'après, quand on reprend le travail, on ne soit pas totalement largué, quoi. Vous voyez, qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Et parce que le risque, ça arrive malheureusement, même si normalement c'est interdit, c'est d'être placardisé. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc justement, le fait de garder le contact, quand on peut, d'aller dans l'entreprise, déjeuner avec des collègues, mais c'est à double tranchant, parce que moi je vous donne un exemple, je me souviens d'une de mes étincelles qui était en arrêt, qui était en pleine chimio, et qui a décidé d'aller déjeuner avec ses collègues, et pour ce faire, elle s'est préparée, elle s'est fait toute mignonne, elle a mis sa perruque, elle s'est maquillée. Enfin, voilà, elle avait une apparence tout à fait, elle avait l'air en tout cas en forme. Et quand elle est arrivée, ses collègues l'ont dit, dis donc, t'as l'air en forme, tu pourrais venir bosser. Vous voyez, c'est à double tranchant. Qui peut m'accompagner dans mon parcours de soins lors d'une mastectomie? Alors, il y a plein de personnes qui peuvent l'accompagner. D'abord, dans l'idéal, hein, ça je vous donne le monde des bisounours, hein. Après il y a la réalité, c'est pas toujours la même chose, hein. Dans l'idéal, c'est déjà à un moment donné à l'oncologue de les préparer, de l'accompagner en disant voilà, en douceur, vous avez subi une mastectomie, mais il y a maintenant des moyens pour pallier à ça, enfin bref, reconstruction, prothèses externes, etc., etc. Ensuite, il y a les infirmières, une fois que c'est fait, qui sont là pour petit à petit faire en sorte que la patiente, si elle a envie, parce qu'elles n'ont pas toujours envie, puisse se regarder la mastectomie, mais pas seule. Donc normalement, il y a une infirmière qui est là avec une glace et on y va en douceur, etc. Normalement, je dis bien. Il y a des patientes qui ne veulent pas, qui disent non, pas tout de suite, je ne suis pas prête. Il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas cet accompagnement, donc voient ça toutes seules dans leur coin et là c'est quand même très violent. Voilà, mais ça c'est dans un monde idéal, hein. Et puis ensuite, si elles sont en couple, que ce soit homme ou femme, il y a le compagnon ou la compagne. Alors là c'est compliqué. Moi je dis toujours, il faut respecter le rythme de chacun. Il ne faut pas se faire violence, ni à soi-même, ni à l'autre. C'est-à-dire que si par exemple le compagnon ou la compagne n'est pas prêt à regarder, il ne faut pas mal le prendre. Il ne faut pas dire, voilà, il ne veut pas voir, il m'aime plus, ça le dégoûte, au secours, etc. Non, c'est juste qu'il n'en est pas là. Alors peut-être qu'il n'en sera jamais là, peut-être qu'il en sera là demain, ou la semaine prochaine, ou dans 6 mois. Mais en tout cas, ce qui est important, ce n'est pas de faire violence à l'autre. Et si la personne n'a pas envie de se montrer, il faut aussi respecter. Elle n'en est pas là non plus. Peut-être qu'elle en sera là un jour, peut-être jamais. Ça dépend de chacune. Donc, pour revenir à la question, c'est éventuellement au compagnon ou à la compagne de rassurer, de dire que, enfin, de la rassurer sur le plan du désir qu'il peut encore avoir pour elle et de la séduction, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Quand c'est possible, parce que malheureusement ça ne se passe pas toujours comme ça, mais enfin bon, en règle générale, les maris, conjoints, conjointes aiment leur femme, donc ce qu'ils veulent surtout c'est qu'elle guérisse. Ça c'est en général. Maintenant malheureusement il y a toujours des exceptions, ça on peut pas en faire l'impasse. Et puis ensuite il y a les associations. Alors les associations de patients, ça c'est très important. Il y a aussi sur internet, il y a eu des choses qui ont été faites sur Me Reconstruire par exemple, sur la reconstruction mammaire. Donc ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Se renseigner sur les choses qu'on peut faire après une mastectomie ou pas, parce qu'on n'est pas obligé de faire une reconstruction, c'est pas toujours évident, hein. C'est pas une opération anodine.
Voilà, donc il y a une prise en charge, évidemment, les psychologues, je ne vais pas vous faire la passe de mon métier, qui peuvent accompagner, et qui devraient d'ailleurs toujours accompagner ce genre d'événement quand même qui est assez violent. Et puis ensuite, ce qui est important effectivement, le travail du psychologue, c'est essayer de réconcilier avec la patiente, avec l'image du corps, réapprendre à se réconcilier avec son corps, à s'aimer de nouveau, à s'accepter tel qu'on est, mais ça prend du temps. Vous voyez, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, donc il y a, je pense, il y a le personnel de santé qui peut aider, donc au sein de l'hôpital, donc comme je vous ai dit, l'oncologue, les infirmières, et puis en dehors ou à l'intérieur, les psys, et puis évidemment les proches, et particulièrement quand il y a conjoint ou conjointe. Et il y a aussi les associations de patients, et puis tous les sites que l'on peut trouver sur Internet qui donnent des renseignements sur la mastectomie, sur éventuellement, si les femmes en ont envie, la reconstruction, etc. Quels sont mes droits en matière de préservation de la fertilité ? Alors ça, c'est une question super importante parce que malheureusement, en tout cas en cancer du sein, j'imagine les autres aussi, on voit des patients de plus en plus jeunes qui sont en âge de procréer, les hommes évidemment aussi. Et le problème, c'est que quand on annonce un cancer, on ne pense pas tout de suite à ça. Et ce n'est pas quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit. On se dit, waouh, les images plutôt noires qui viennent vous envahir, il y a une espèce de sidération. Et on ne pense pas tout de suite à ça. Et surtout, en face, les médecins, alors il y en a de plus en plus qui le font, mais certains, c'est pareil, ils ne proposent pas d'aborder ce sujet, parce que souvent les oncologues qui sont extraordinaires, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est soigner, guérir la patiente ou le patient. Hein. C'est ce qui les intéresse, ce qui est normal, ils sont faits pour ça. Hein. Alors du coup, après, le risque, c'est de rentrer dans le parcours de soins et que ce soit trop tard. Donc ce qu'il faut, et ça, il faut vraiment que les jeunes hommes, enfin les hommes, ils peuvent, même s'ils sont moins jeunes, l'horloge biologique est moins importante chez eux. Mais en tout cas, les femmes jeunes en âge de procréer, il faut absolument qu'elles demandent, avant les traitements, d'entrer dans les traitements, éventuellement de faire une conservation d'ovocytes ou de spermatozoïdes pour les hommes. Voilà, ça c'est vraiment important et elles ne le font pas toujours. Moi j'ai eu plein d'étincelles qui m'ont dit ben, on ne savait pas et après c'était trop tard. Donc ça c'est vraiment important. Ça se fait au sécos, enfin, pour les spermatozoïdes, les congélations d'ovocytes, bon ça il faut voir dans des centres qui sont spécialisés. C'est tout à fait faisable parce que si à long terme, elles ont envie d'avoir un enfant, qu'on leur dit bah, non, vous êtes ménopausée à cause des traitements, à cause de ci, à cause de ça, elles se retrouvent le bec dans l'eau. Et c'est grave. Ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des problèmes de couple, ça peut entraîner des choses assez violentes. Ce qui est intéressant psychologiquement, c'est qu'il y a des femmes qui n'avaient pas forcément envie de faire des enfants, tout de suite en tout cas. Et quand on leur a dit vous ne pourrez plus en avoir, là, elles se disent, j'ai envie d'en avoir, vous voyez. Psychologiquement, c'est évidemment. Donc, même si une femme n'a pas envie tout de suite d'avoir des enfants, qu'elle fasse une préservation d'ovocytes. Elle ne peut pas savoir comment elle va réagir dans 5 ans, dans 10 ans, vous voyez. C'est vraiment, ça c'est super important. Et comme je vous dis, on n'en parle pas beaucoup. Donc, il faut vraiment qu'elle pose la question très vite, avant d'entrer dans les traitements. Il est arrivé qu'on me dise, en consultation, qu'une étincelle me dise bah, écoutez, moi, on m'a pas prélevé, on m'a pas proposé de prélèvement d'ovocytes. Et mon médecin m'a dit mais de toute façon, vous avez déjà un enfant, donc ça va, c'est bon. Mais si une femme a envie d'en avoir 2, 3 ou 4, c'est son problème, quoi. Je veux dire, c'est pas parce qu'elle a un enfant qu'elle est condamnée à plus en avoir, vous voyez. Donc, voilà, il y a quand même tout un aspect psy à prendre en compte. Il faut que les médecins se rendent compte que, ils s'en rendent compte, hein, je parle de certains, pas tous, hein. Moi je les adore les médecins, mais pour une femme, se dire qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants, c'est quelque chose de, surtout si elle est jeune évidemment, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Il faut insister, c'est ça que je veux dire, même quand on a des enfants.
On n'a pas le droit de vous dire, vous avez déjà des enfants, ça suffit. Non, c'est très personnel, c'est très intime. Si vous voulez avoir d'autres enfants, il faut insister pour la préservation de l'ovocyte. Quand c'est possible, je ne sais pas, alors là, c'est pas ma grande spécialité. J'imagine, mais c'est vraiment, alors là, ça n'a rien de médical ni de scientifique, je dis ça un peu comme ça, j'imagine que c'est pas toujours possible, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, mais en tout cas, quand c'est possible, il faut le faire.